La pluie avait transformé le dernier kilomètre de l'allée de l'Harcourt en une rivière grise. Juliet la remonta à pied. Sa seule malle était sur une charrette de ferme derrière elle. Elle entendit les cris avant même de voir la maison. Ce n'était pas un son humain. C'était un cheval. Un cri aigu et frénétique, le genre de son qui vous transperce la poitrine. Elle se mit à courir. L'allée débouchait sur une avant-cour de gravier. Et cette cour était pleine d'hommes. 6 d'entre eux, peut-être 8, tous criant en même temps. Au centre, une jument grise se cabrait contre un mur de corde. Ses yeux roulaient, révélant le blanc. Ses 4 pattes fendaient l'air humide. Un palefrenier tenait une corde et se faisait traîner. Un autre balançait une deuxième corde, comme s'il essayait de pendre le ciel. La jument retomba lourdement, pivota et heurta le montoir de l'épaule. Le sang coulait, rose sous la pluie, le long de sa jambe. Sur les marches, au-dessus d'eux, se tenait un grand homme en manteau noir. Il ne criait pas. Il observait toute la scène avec un calme qui effraya Juliet plus encore que le bruit. « Abattez-la » dit-il. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Près de l'arche de l'écurie, un garde avait déjà un fusil à l'épaule. Il abaissa sa joue contre la crosse. Non. Le mot sortit de la bouche de Juliet avant même qu'elle ait décidé de le dire. Elle était déjà en mouvement. Elle laissa tomber son chapeau mouillé sur le gravier. Elle posa sa main à plat contre le canon du fusil et le poussa vers le sol. L'homme fut si surpris qu'il la laissa faire. « Laissez-lui de l'espace, » dit Juliette. « Vous tous, reculez jusqu'au mur. Lâchez les cordes. »« Mademoiselle » commença un palefrenier. « Lâchez-les. » Quelque chose dans sa voix accomplit ce que sa petite taille ne pouvait pas faire. Les hommes reculèrent d'un pas. Les cordes tombèrent mollement dans la boue. Et Juliette Elstone, âgée de 22 ans, trempée jusqu'aux os, inconnue de tous sur ce gravier, s'avança à découvert. Elle se dirigea vers un cheval qui, ce matin-là, avait déjà ouvert le crâne d'un homme. Elle ne regarda pas la jument dans les yeux. Elle avait appris cela il y a longtemps, dans l'écurie de son père, avant que tout ne soit vendu. On ne fixe pas une créature effrayée. On se fait petit, terne et ennuyeux. On ne lui donne rien à craindre. Elle s'arrêta à environ 2 mètres, se détourna à moitié et regarda la pluie. « Allons, allons, » dit-elle, non pas à la jument, mais à l'air. « Allons, allons. » Quel raffut pour pas grand-chose. Les oreilles de la jument s'avancèrent d'1 centimètre. Juliette sortit de sa poche le simple mors de filet. Il avait appartenu à son père. C'était la seule chose de lui qu'elle avait refusé de vendre. Un objet commun, ne valant presque rien, usé et poli par 40 ans de bons chevaux. Elle le tenait bas, laissant la pluie couler dessus, et elle attendit 1 minute. Puis 2. Les hommes derrière elle s'étaient tus. Sur les marches, l'homme en noir n'avait pas bougé. La jument fit un pas vers elle, puis un autre. Elle baissa sa tête abîmée et effleura le mort dans la main ouverte de Juliet. Juliet glissa son autre main sous la mâchoire humide, lentement comme un lever de soleil. Elle resta là, caressant le grand cou tremblant. La respiration de l'animal passa de la terreur à quelque chose qui n'était que de la fatigue. « Voilà, » murmura Juliet. « Voilà, tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Personne de sensé ne va abattre une jument valant 200 guinées parce qu'elle a eu peur d'une corde. » Elle leva alors les yeux. L'homme sur les marches la regardait. Il était plus jeune que son manteau noir ne le laissait paraître. 30 ans peut-être. Des cheveux châtains cendrés, mouillés aux tempes, et des yeux d'un bleu si profond qu'il paraissait noir à travers la cour. Un beau visage, mais fermé. Il la regardait comme un homme regarde une facture qu'il n'attendait pas. « Rentrez la jument », dit-il au palefrenier sans quitter Juliet des yeux. « Séchez-la. Soignez son épaule. » Une pause. « N'abattez rien aujourd'hui. » Les hommes s'approchèrent et prirent la jument, douce maintenant qu'elle était apaisée, et l'emmenèrent. Juliet resta seule sous la pluie, le mort de son père dans le poing et de la boue jusqu'aux genoux. « Vous êtes la femme que ma grand-mère a fait venir, » dit l'homme. Ce n'était pas une question. « Je suis votre grâce, Juliette Elstone. » Elle fit la révérence, ce qui était absurde dans cette boue, mais elle la fit quand même. « La duchesse douairière m'a engagé comme sa dame de compagnie. Vous êtes en retard. Le pont de Marrow est effondré. J'ai fait le reste du chemin à pied. » Il regarda ses jupes mouillées, son chapeau abîmé dans le gravier, le sang de sa jument séchant sur son poignet. Ce qu'il vit ne l'adoucit pas. « Dorset vous montrera votre chambre, » dit-il. Puis il se tourna et entra dans la maison. Juliet ramassa son chapeau. Elle ne vit pas le majordome sortir. Dorset était un homme de 60 ans, mince,
grisonnant et droit. Il avait observé toute la scène depuis l'abri du porche. Il la regardait encore maintenant, avec une expression qu'elle ne pouvait déchiffrer. Il descendit 2 marches vers son maître, qui s'était arrêté à l'intérieur de la porte ouverte. « Votre grâce, dit doucement Dorset. Dois-je demander à Madame T de monter un souper froid pour la jeune dame ?» Le duc de Northwell jeta un dernier regard à travers la cour, sur la petite silhouette trempée qui récupérait son chapeau. « Elle ne tiendra pas 1 mois ici, dit-il à son majordome, et il entra. Dorset ne dit rien, mais il pensa, debout dans l'embrasure de la porte pluvieuse, qu'en 40 ans de service, il n'avait jamais vu la jument grise venir à la main d'une étrangère. Il archiva cette pensée, là où il gardait ce genre de choses. Il descendit les marches mouillées pour porter lui-même la malle de la jeune dame. Juliette était venue à Lark Court pour disparaître. Elle n'avait dit à la duchesse douairière qu'une partie de la vérité dans les lettres soignées qui lui avaient valu le poste. Elle avait dit qu'elle était la fille d'un gentleman, orpheline, sans fortune, obligée de subvenir à ses propres besoins. Tout cela était vrai. Elle n'avait pas dit le reste. Elle n'avait pas dit qu'il y avait en fait une fortune, qu'elle était sienne, qu'elle se trouvait dans le coffre-fort d'un cousin qu'elle aurait traversé un comté pour éviter. Son père était mort quand elle avait 19 ans, et il lui avait laissé 4000 livres et une sottise. L'argent était bloqué jusqu'à ce qu'elle se marie, ou qu'elle ait 25 ans, selon ce qui arriverait en premier. Et le fiduciaire qu'il avait nommé, pensant bien faire, voulant lui donner un tuteur, était son neveu, Silas Probyn. Monsieur Probyn avait un fils. Monsieur Probyn avait un plan. Si Juliet épousait le fils, les 4000 livres resteraient entre les mains des Probyn, où Monsieur Probyn en avait déjà discrètement dépensé une bonne partie. Juliet avait refusé Clément Probyn dans le salon en octobre. Elle avait quitté la maison en novembre avec 15 shillings et un mort de filet. Elle avait répondu à une annonce sous une fausse adresse. Elle avait signé ses lettres J. L. Stone et prié pour que ce nom ne dise rien à personne dans ce lointain comté verdoyant. 25 ans, c'était dans 3 ans. Elle devait seulement rester cachée et célibataire jusque-là. Alors, l'argent deviendrait le sien, et aucun homme sur terre ne pourrait y toucher. 3 ans. Elle pouvait être invisible pendant 3 ans. Elle avait déjà été invisible la majeure partie de sa vie. Elle n'avait pas compté sur Lark Court. La maison se mourait, et il fallut moins d'1 semaine à Juliette pour comprendre comment. C'était une belle maison. C'était bien là le drame. Elle s'étendait, longue, basse et couleur de miel, au-dessus d'une vallée qui lui appartenait. Une maison qui, comme le dit l'adage, avait poussé sur la terre plutôt que d'y avoir été posée. Il y avait 200 ans de bon sens dans ces murs. Et elle se dégradait comme un homme fort se dégrade, lentement et de l'intérieur, sans que personne ne prononce le mot à voix haute. L'argenterie ternissait dans les tiroirs. Le linge n'était pas renouvelé. La moitié des grandes pièces étaient fermées et recouvertes de draps, et les pièces fermées avaient une odeur d'humidité. Cela signifiait qu'un toit, quelque part, fuyait depuis 1 an, et que personne n'était monté voir. Dans la cuisine, la cuisinière fumait parce que le conduit de cheminée n'avait pas été ramoné. La cuisinière, Madame Tolley, pleurait sur un rôti de bœuf arrivé verdâtre du boucher. Elle ne pouvait pas le renvoyer, disait-elle en s'essuyant les mains rouges sur son tablier, parce que M. Grimshaw réglait les comptes avec le boucher, et M. Grimshaw n'acceptait pas qu'une cuisinière lui dise comment faire son travail. « Et qui ?» demanda Juliette. « Et M. Grimshaw ?» L'agent mademoiselle l'intendant. Il est arrivé après la mort du vieux duc, et la vieille Madame Pédifer, qui était la gouvernante, est morte l'hiver suivant. Que Dieu ait son âme. Et il n'y a plus de gouvernante depuis. Seulement M. Grimshaw, qui s'occupe de tout et qui a les clés de tout. Il n'y a pas de gouvernante? Juliette regarda la cuisinière qui fumait, le bœuf verdâtre, les 2 servantes surmenées. Dans une maison de cette taille? Il y a M. Grimshaw, dit Madame Tolley, comme si c'était la même chose, ou le contraire d'une chose. Elle n'aurait su dire lequel. Juliette était une dame de compagnie, pas une gouvernante. Tout son travail consistait à s'asseoir avec une vieille femme 4 heures par jour. Mais elle avait été élevée pour diriger une maison. Une petite, un manoir sans importance, mais elle l'avait dirigée dès l'âge de 14 ans, après la mort de sa mère. Elle savait quelle odeur une armoire à linge devait avoir. Elle savait que le bœuf ne devait pas arriver verdâtre. Elle savait surtout qu'une maison où un seul homme détenait toutes les clés et ne rendait de compte à personne était une maison en train de se faire voler. Elle ne dit rien de tout cela,
Elle était là pour être invisible. Elle croisa les mains, apprit le nom des domestiques, s'assit avec la duchesse douairière et tint sa langue. Tenir sa langue dura jusqu'à la 3e semaine. La duchesse douairière de Northwell s'appelait Petronella. Elle avait 81 ans et rien ne lui échappait. Elle était assise près du feu dans le petit salon sud, la seule pièce chaude de la maison. Elle portait un châle de la couleur d'une gorge de pigeon et avait le dos droit comme un tisonnier. Ses mains étaient noueuses à cause de l'âge. Ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Le premier après-midi, elle toisa Juliette de la tête aux pieds pendant une bonne demi-minute, puis dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Je suis désolé de décevoir votre grâce. Je n'ai pas dit que j'étais déçu. J'ai dit que vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Il y a une grande différence, jeune fille. Et si vous voulez réussir dans ce monde, vous feriez mieux d'apprendre à l'entendre. » Elle tapota le bras de son fauteuil. « Asseyez-vous. Pas là. Là où je peux voir votre visage. Mon petit-fils me dit que vous avez calmé la jument grise sous la pluie dès votre première heure ici. La jument était seulement effrayée. « La jument, dit la douairière, a mis 2 palefreniers au lit depuis la Saint-Michel et devait être abattue mardi. Ne me dites pas qu'elle était seulement effrayée, comme si vous aviez ramassé un gant tombé. » Elle étudia Juliette avec ses yeux clairs. « Cette jument appartenait à ma petite-fille, à Cécilie, la sœur de mon petit-fils. Elle est morte. » Juliette se figea. « Je suis vraiment désolé, madame. » « Tout le monde est vraiment désolé. C'est la phrase la plus inutile de la langue. » La vieille femme regarda le feu. Un instant, sa vivacité la quitta, et quelque chose de plus ancien et de pire prit sa place. Elle avait 23 ans. Une fièvre au printemps. Elle était la maîtresse de cette maison. Mon petit-fils ne s'est jamais marié. Il n'y avait pas de duchesse. Alors Cécilie gardait les clés, maintenait la paix et faisait respirer toute la maison. Et puis, une semaine en avril, elle a eu trop chaud au dîner. Et la semaine d'après, elle était en terre dans le cimetière de l'église de Larcourt. Et mon petit-fils, elle s'arrêta. Mon petit-fils, dit-elle d'une voix tout à fait différente, n'est pas retourné dans l'LS depuis. Il n'a pas prononcé son nom, s'il peut l'éviter. Il n'a pas regardé une seule chose qui devait être faite dans cette maison, parce que tout ce qui devait être fait était à elle. Mais comprenez-vous? Je crois que oui, madame. Je crois que vous me comprenez aussi. C'est pourquoi vous êtes la première dame de compagnie en un an que je n'ai pas renvoyée en moins d'une semaine. Petronella croisa ses mains noueuses. Maintenant, vous êtes ici depuis 19 jours. Dites-moi ce que vous avez vu, et ne soyez pas délicate. Je n'ai plus le temps pour la délicatesse. Alors Juliette lui raconta. Elle n'en avait pas eu l'intention. Mais il y a un soulagement particulier à se voir poser une vraie question par quelqu'un qui veut la vraie réponse. Et elle avait tout gardé pour elle pendant 19 jours. Elle lui parla du bœuf verdâtre et du conduit de cheminée qui fumait. Elle lui parla des pièces recouvertes de draps et du toit qui fuyait quelque part au-dessus de l'aile est. Elle lui parla du linge qui pourrissait dans les armoires. Elle lui parla, avec précaution, de Monsieur Grimshaw, qui réglait tous les comptes, détenait toutes les clés et n'acceptait de conseils de personne. La douairière écouta sans bouger. Quand Juliette eut fini, la vieille femme resta silencieuse un long moment. « Mon petit-fils, dit-elle enfin, n'est pas un imbécile. C'est un homme en deuil, ce qui est différent. Bien que de l'extérieur, il porte le même manteau. Il a laissé un seul homme tenir les rênes, parce qu'il ne supporte pas de les toucher lui-même. C'est sa faiblesse. Elle pourrait s'avérer très coûteuse. » Elle tourna la tête. « Vous vous y connaissez un peu en compte ? » ?»« Un peu, madame. »« Ne soyez pas modeste. Je déteste la modestie par-dessus toutes les fausses vertus. » Elle fixa Juliette dans les yeux. « Je vais vous rendre utile. Pas comme dame de compagnie. Les dames de compagnie sont des meubles. Je vais vous confier la gestion de l'office, du linge et des comptes de la cuisine, sous mon autorité. Et dans cette maison, mon autorité est bien plus ancienne que celle de M. Grimshaw. Et nous verrons ce que vous trouverez. Votre grâce. » Le duc a dit, « Je l'ai entendu dire que je ne tiendrai pas un mois. » Quelque chose qui ressemblait presque à du plaisir traversa le visage de la vieille femme. « Vraiment ?» dit-elle doucement. « Alors vous avez 9 jours pour lui prouver le contraire. Je vous suggère de les utiliser. » Juliette les utilisa. La maison ne croyait pas en elle, et la maison le disait à la manière des maisons, en bas, et hors de sa portée. Un pari avait été lancé dans le hall des domestiques à la fin de sa première semaine. Tout le monde était au courant, et on le considérait comme juste.
Un shilling disait que la nouvelle dame de compagnie serait partie avant Lady Day. Renvoyée comme les 3 précédentes, usée par les pièces froides, le maître en deuil et l'intendant mielleux qui les gouvernaient tous les deux. Les paris étaient largement contre elle. Même Prue, qui l'aimait bien, avait discrètement misé ses 6 pence sur le mois. Juliette fut au courant du pari en 3 jours. Car une femme qui a été invisible toute sa vie entend beaucoup de choses que les gens plus bruyants manquent. Elle n'en fut pas offensée. Elle pensait que c'était, dans l'ensemble, un pari très sensé. Elle l'avait fait elle-même, en quelque sorte, en signant avec sa fausse adresse et en venant vers le nord avec 15 shillings et un mort de filet. Elle n'avait pas l'intention de le gagner par la parole. Elle n'avait jamais rien gagné de sa vie par la parole. Elle comptait le gagner de la seule manière en laquelle elle avait confiance. Cette manière était de se rendre, discrètement et sans faire d'histoire, indispensable. Un matin, la maison se réveillerait et ne se souviendrait plus comment elle avait fait avant elle. Le pari serait oublié, parce que la question qu'il posait n'aurait plus aucun sens. Alors elle ne gronda pas, elle ne commanda pas, et elle ne rappela pas une seule fois que la duchesse douairière lui avait donné son autorité. Elle prit simplement en main les choses que personne d'autre ne voulait toucher, l'une après l'autre. Elle les fit bien, et laissa le travail être son propre argument. Elle commença par l'office, car un office est l'honnêteté d'une maison en miniature. Elle le récura. Elle jeta 3 ans de conserves avariées et de farine souillée par les souris. Tout au fond se trouvaient des étagères qui avaient manifestement appartenu à Cécilie. Des étiquettes soignées, d'une écriture ronde de jeune femme, des sirops et de l'eau de rose. Tout était maintenant gâté, tout était intact depuis avril. Juliette nettoya chaque bocal et garda les étiquettes. Il lui semblait mesquin de jeter l'écriture d'une morte. Elle passa au linge. Elle fit vider chaque armoire par les servantes, puis laver, retourner et raccommoder le tout. Là où les draps étaient troués, elle les découpa pour en faire des bandages et des chiffons, afin que rien ne soit gaspillé. Elle fit ramoner le conduit de cheminée, ce qui coûta 8 pence, et la cuisine cessa de fumer pour la première fois en 1 an. Elle renvoya le bœuf verdâtre au boucher de Marrow avec une note de sa propre main, courtoise et ferme. Le bœuf suivant arriva rouge, et elle commença discrètement à tenir elle-même le livre de compte de la cuisine. C'était un petit livre, un livre de cuisinière. Ce qui entrait par la porte, ce qui était payé pour cela, semaine après semaine. La douairière lui avait donné cette autorité, et rien de plus. Mais une maison est un seul corps, et si vous avez le doigt sur une veine, vous pouvez sentir tout le cœur. Juliette nota ce que le boucher était réellement payé, ce que le poissonnier était réellement payé, et ce que le chandelier et le marchand de grains étaient réellement payés. Elle nota les chiffres exacts que les commerçants lui donnaient à la porte, et elle remarqua en moins de 15 jours que ces chiffres ne correspondaient pas à ceux de la maison. Le boucher était payé 9 shillings par semaine. Il le disait lui-même et lui montra sa propre baguette de comptage pour le prouver. Mais lorsque le décompte trimestriel de la cuisine fut affiché sur le tableau des domestiques, comme M. Grimshaw l'affichait pour la forme, la ligne du boucher indiquait 14. 5 shillings par semaine sur un seul commerçant. Juliette resta dans le couloir froid et regarda longtemps la feuille affichée. Elle n'y toucha pas. Elle s'en alla et ne dit rien à personne. Elle était très douée pour ne rien dire. Elle avait eu des années de pratique. Elle était douée pour cela parce qu'elle l'avait appris jeune. Une maison où une voix est forte apprend aux autres voix à se taire. Son père n'avait pas été cruel. Il avait seulement été accablé de chagrin après la mort de sa mère, et le chagrin chez un grand homme remplit chaque pièce. Une jeune fille apprend à se déplacer dans une maison endeuillée sans rien renverser. Elle avait tenu les comptes de cette maison depuis l'âge de 14 ans. Elle les avait bien tenus. Et en le faisant, elle avait appris une chose qu'elle n'oublia jamais par la suite. Un grand livre de comptes est la seule pièce honnête au monde. Là, la parole d'une femme vaut autant que celle d'un homme. Une colonne s'additionne, ou non. Aucune quantité de cris ne rendra une fausse somme vraie. Elle avait aimé les comptes pour cela. Il ne se souciait pas qu'elle soit petite, ou ordinaire, ou une fille. Il se souciait seulement qu'elle ait raison. Elle avait raison à propos des 5 shillings du boucher. Elle savait qu'elle avait raison. C'était le problème d'avoir raison. Cela restait en vous comme une pierre avalée, et ne se laissait pas oublier, même si vous vous disiez raisonnablement de l'oublier. Le duc de Northwell la remarqua comme on remarque un changement de temps, sans le vouloir et tout d'un coup.
Il n'allait pas à la cuisine ou à l'office. Il était un duc, c'était d'autres contrées. Mais il ne put s'empêcher de remarquer que le conduit de cheminée ne fumait plus au petit déjeuner, que le café était chaud. Il remarqua que la grande table froide de la salle à manger, à laquelle il mangeait seul en silence chaque soir, 5 mètres d'acajou, avec un seul couvert dressé au bout, avait été raccourcie un soir. Il descendit pour dîner, et les rallonges avaient disparu. La table mesurait un modeste 2 mètres. Son unique couvert y était dressé, et cela ne ressemblait plus à un homme mangeant au bout d'un cercueil. « Qui a fait ça ?» dit-il à Dorset. « Mademoiselle Elstone a pensé que votre grâce dînerait plus confortablement, monsieur. Elle a dit qu'un homme ne devrait pas avoir à crier sur la longueur d'une grange pour demander le sel. » Une pause. « Dois-je la faire remettre ?» Le duc regarda la petite table chaleureuse. « Non, dit-il. » Il la rencontra 3 jours plus tard dans la longue galerie par accident, ce qui était la seule façon dont il rencontrait quelqu'un cette année-là. Elle avait un panier de linge raccommodé sur la hanche et une tache de cire d'abeille sur le poignet. Elle s'écarta pour lui contre le mur, les yeux baissés comme une domestique devrait le faire. Il passa devant elle, puis s'arrêta. « Vous êtes la femme avec la jument, dit-il. »« Oui, votre grâce. Ma grand-mère vous a confié le linge, entre autres choses. »« C'est exact, monsieur. » Il la regarda, puis la regarda vraiment, pour la première fois depuis l'avant-cour, maintenant qu'elle était sèche et qu'il faisait jour. Elle était petite, calme et brune. Pas une beauté, le genre de femme qu'une salle de bal ignorerait complètement. Sauf que lorsqu'elle leva les yeux pour lui répondre, ils étaient droits, d'un gris clair, et entièrement sans peur. Et personne ne l'avait regardée comme ça depuis 1 an. Ses domestiques regardaient le sol, sa grand-mère regardait à travers lui. Cette femme le regardait comme s'il était simplement un homme qui lui avait posé une question, et qu'elle avait la réponse, et qu'elle décidait de la part de cette réponse qu'il pouvait supporter. Cela le déstabilisa. Il n'avait pas l'habitude d'être vu. « La jument va bien, » dit-il brusquement. « L'épaule a guéri. J'en suis heureuse, monsieur. Vous aviez raison. Elle valait plus qu'une simple frayeur. » Il semblait vouloir dire autre chose, et n'avoir aucune idée de comment le faire. « C'est tout, » dit-il. Et il continua son chemin dans la galerie, sans savoir pourquoi sa propre maison lui parut, un instant, moins comme un tombeau. Juliette resta là, le panier sur la hanche, et le regarda s'éloigner. Elle pensa, « Il y a un homme bon là-dedans qui se noie. » Et puis elle pensa aux 5 shillings du boucher, au toit au-dessus de l'aile est, aux 4000 livres dans le coffre-fort de Silas Probin. Elle se dit fermement que rien de tout cela n'était son affaire. Elle était là pour être invisible pendant 3 ans. Elle n'était pas là pour sauver un duc. Elle le crut presque. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le mois passa. Juliette ne partit pas. Personne ne le remarqua en parole, mais la maison le remarqua de 100 petites manières. Les servantes, Prue et les 2 plus jeunes filles, lui apportaient maintenant leurs problèmes, au lieu de pleurer dans le seau à charbon. Madame Tolley cuisinait comme une femme libérée de prison. Amos, le chef palefrenier, était un homme du Yorkshire taciturne de 50 ans. Il touchait son chapeau devant Juliette, comme il le ferait pour une maîtresse. Elle avait sauvé la jument grise. Elle sortait les matins de gelée et savait distinguer une attelle d'une écorchure. Même Dorset, qui par principe ne faisait confiance à personne de moins de 60 ans, avait commencé à lui soumettre les questions de la maisonnée qu'il avait l'habitude de porter inutilement à la porte fermée d'un maître en deuil. Elle avait, sans titre et sans le vouloir, commencé à diriger la maison. Et plus elle voyait de la maison, plus les comptes semblaient mauvais. Ce n'était pas seulement le boucher, c'était tout. L'autorité de la douairière permit à Juliette d'entrer dans les réserves pour inventorier le linge. Un après-midi gris, cela la mena plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Le grand armoire des provisions de la maison se trouvait au bout du couloir nord. La réserve et le bureau du domaine partageaient un mur et une porte. Le bureau était le royaume de Grimshaw, mais Grimshaw était parti à Marrow ce jour-là pour les sessions trimestrielles. La porte entre les deux était déverrouillée. Juliette se dit qu'elle ne faisait que compter les draps. Elle se tint dans l'embrasure du bureau du domaine et regarda les registres sur l'étagère. Il y en avait 2 pour l'année en cours. C'était la première chose. 2 livres de comptes, 2 registres de loyer, reliés de la même manière en veau brun, côte à côte. L'un était usé au coin, à force d'être manipulé. L'autre était propre.
Elle n'aurait pas dû les toucher. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû. Elle ouvrit d'abord le propre. C'était la copie au propre, celle qu'on montrait, quand quelque chose était montré. Loyer perçu, somme nette, le domaine un peu pauvre mais honnête, locataire tous à jour, réparation comptabilisée. Un toit sur l'aile R, remarqua-t-elle, avait été réparé l'automne dernier pour 40 livres. Elle s'était tenue sous ce toit 3 jours auparavant et avait vu la pluie le traverser en 4 endroits. Elle ouvrit le livre usé. Le livre usé était la vérité, et la vérité était laide. Voici les loyers, tels qu'ils étaient réellement perçus, plus élevés dans de nombreux cas que ce que la copie au propre indiquait. De vieilles veuves et de petits fermiers avaient été pressés pour 1 shilling ici, 1 shilling là, et ces shillings n'apparaissaient pas du tout dans le livre au propre. Voici des réparations facturées qui n'avaient jamais été faites. Voici des factures de commerçants marquées comme payées à un certain chiffre dans le livre au propre et réglées à un chiffre inférieur dans le vrai. La différence s'écoulait hors de la page et hors de la maison, toute cette rivière silencieuse, vers une destination inconnue. Juliette se tenait dans la lumière déclinante et comprit qu'elle regardait 3 ans de vol. Pas un domestique qui empoche des cuillères. C'était un homme qui volait une maison depuis ses racines, patiemment, à l'encre sympathique, pendant que son maître était en deuil à l'étage et ne supportait pas de regarder. Grimshaw avait attendu exactement la bonne maison. Une maison sans maîtresse, sans gouvernante, un maître qui signerait n'importe quoi plutôt que d'ouvrir les registres de sa sœur. Il s'y était installé comme la pourriture dans une poutre. Elle entendit la porte extérieure. Elle n'eut pas le temps de réfléchir. Elle remit le livre usé exactement comme il était, coin contre coin. Elle était dans la réserve, comptant les draps à voix haute avec une ardoise à la main, quand M. Grimshaw rentra de Marrow, la pluie sur les épaules. C'était un homme de 40 ans, au visage doux, rose et agréable. Il souriait beaucoup. Il sourit. « Maintenant, mademoiselle Elstone, dans mon bureau. Dans votre réserve, monsieur Grimshaw. » Elle ne leva pas les yeux de l'ardoise. « La duchesse douairière m'a demandé d'inventorier le linge. 2 douzaines de paires de draps de Hollande et seulement 11 en bon état. Je trouve que c'est un piètre compte. Vous tenez beaucoup de compte ces jours-ci pour une dame de compagnie. Votre grâce me tient occupé. »« Votre grâce, dit Grimshaw, toujours souriant, a 81 ans. Elle ne sera pas toujours là pour vous tenir occupé. » Il s'approcha d'un pas feutré pour un homme lourd. « Un conseil, mademoiselle Elstone, d'un domestique à un autre. C'est une grande maison, avec beaucoup d'obscurité. Une jeune femme sans amis et sans famille, car vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Fait bien de se taire, de s'en tenir au linge, de ne poser aucune question dont les réponses ne peuvent l'aider. » Le sourire ne bougea pas. « Les dames de compagnie vont et viennent ici. Elles ne durent pas. Je détesterais vous voir partir avant votre temps. » Juliette posa l'ardoise et le regarda, d'un regard droit, gris et sans peur. Et elle le vit sous le sourire, pendant une demi-seconde. Il avait peur d'elle. C'était ça. Il était venu en souriant pour l'effrayer, et c'était sa propre peur qui l'avait amené. Parce qu'une femme intelligente avec une ardoise s'était tenue trop près de sa porte ouverte. « Je tiens d'excellents comptes, monsieur Grimshaw, » dit-elle agréablement. « C'est la seule chose que je fais que personne n'a jamais souhaité que j'arrête. »« Bonsoir. » Elle passa devant lui avec son ardoise. Ses mains ne tremblèrent que lorsqu'elle fut dans les escaliers. Elle n'alla pas voir le duc. Elle y pensa pendant 3 jours et 3 nuits. Elle n'y alla pas. Ses raisons étaient bonnes. L'une d'elles était la lâcheté. Aller voir le duc, c'était être vu. Être vu, c'était être interrogé sur son histoire, ses gens, son nom. Et derrière son nom se trouvait Silas Probyn, 4000 livres et un mariage qu'elle avait fui, à travers un comté. Une dame de compagnie qui se faisait un ennemi de l'intendant serait renvoyée avec de mauvaises références. Une dame de compagnie renvoyée avec de mauvaises références serait retrouvée. Et une fois retrouvée, une fois nommée, elle redevenait mademoiselle Juliette Elstone, l'héritière en fuite, ramenée de force pour être mariée à Clement Probyn pour son argent. Mieux valait tenir sa langue. Mieux valait garder la tête basse pendant 3 ans et laisser la maison d'un riche duc se faire voler. Ce n'était pas sa maison. Ce n'était pas son combat. Elle se dit tout cela. Et puis, le 4e matin, elle se rendit au cottage des tenanciers à Marrow End. La douairière voulait qu'on porte un panier de gelée à une vieille femme là-bas. La vieille femme était la veuve Septon, âgée de 70 ans.
Le toit de son cottage était une passoire. Son loyer avait augmenté à Lady Day, bien que rien sur terre n'ait été fait pour le mériter. Monsieur Grimshaw dit que le maître en a besoin, dit la vieille femme sans se plaindre, en croisant ses mains enflées. Et le maître est un homme bon qui a perdu sa sœur. Pauvre âme. Alors je ne lui en veux pas. Je me demande seulement pourquoi le toit n'est pas réparé, alors qu'il nous a fait payer la réparation il y a 2 ans. Mais je n'aime pas déranger sa grâce avec ça, pas avec son chagrin. Juliette se tenait dans l'embrasure du cottage qui fuyait, la gelée à la main. Elle regardait la vieille femme qui ne dérangeait personne, et elle eut honte. Parce que c'était exactement ça. C'était toute la machine. Grimshaw n'avait pas eu besoin d'être malin, seulement patient. Il avait bâti son vol sur la décence des autres, sur un homme en deuil qui ne voulait pas regarder, sur de vieilles femmes trop loyales pour se plaindre, sur une dame de compagnie trop effrayée pour sa propre peau pour parler. Tout le monde était bon. Et une maison pleine de gens bons, effrayés et en deuil, se faisait tranquillement vider. Et elle continuerait à se faire vider jusqu'à ce que quelqu'un soit prêt à être vu. Juliette rentra chez elle, lava le panier de gelée et prit sa décision. Elle ne pouvait pas aller voir le duc en tant que dame de compagnie portant une rumeur. Il ne la croirait pas, ou Grimshaw la traiterait d'hystérique et la ferait renvoyer avant la fin de la semaine. Elle avait besoin de la chose elle-même. Elle avait besoin du vrai livre, et du livre au propre côte à côte, et d'un témoin qui ne pouvait être écarté d'un geste. Elle devait être, pour une fois dans sa vie prudente et invisible, entièrement et dangereusement visible. Elle commença à monter son dossier comme elle tenait ses comptes, discrètement, de sa propre main, un shilling de preuve à la fois. Le printemps se transforma en été pendant qu'elle le montait. Elle obtint les propres baguettes de comptage des commerçants, le bâton du boucher, le livre du chandelier, les reçus du marchand de grains, sous le prétexte honnête de régler elle-même les comptes de la cuisine. Et elle recopia chaque chiffre au propre. Elle fit apposer leur marque à la veuve Septon et à 2 autres tenanciers sur une simple déclaration de ce qu'ils payaient réellement en loyer. Elle ne put pas retourner dans le bureau. Grimshaw le gardait maintenant verrouillé et la surveillait. Mais elle n'avait pas besoin du bureau. Elle avait reconstitué les vrais comptes de l'extérieur, à partir des portes, des baguettes de comptage et des marques de gens honnêtes. Et là où ces chiffres rencontraient les chiffres affichés, ils racontaient toute l'histoire en plein jour. Elle le construisait la nuit, principalement, quand la maison dormait et que les couloirs étaient sombres. Elle gardait les copies au propre dans un faux fond qu'elle avait aménagé dans sa petite boîte à ouvrage, sous les dés à coudre et la laine à repriser, là où aucune servante ne penserait à regarder, et où aucun intendant n'oserait. Chaque nuit, elle ajoutait ce que la journée lui avait apporté. Chiffre du marchand de grains, une marque d'un tenancier, un reçu mendié auprès d'un commerçant de Marrow, sous le prétexte honnête des comptes de la cuisine. C'était un travail lent, et c'était un travail effrayant. Elle le faisait à la lueur d'une seule bougie, sa porte verrouillée. Car elle avait compris dès le début qu'un dossier à moitié monté était pire qu'aucun dossier du tout. Une rumeur, Grimshaw pouvait s'en moquer. Un registre, il ne le pouvait pas. 2 fois, il faillit la surprendre. Une fois, il la trouva dans le couloir nord au crépuscule, une bougie à la main. Il lui demanda doucement ce qu'une dame de compagnie faisait si près de son bureau après la tombée de la nuit. Elle fermait les armoires à linge pour la nuit. Elle dit que c'était vrai. Il ne pouvait pas le contredire. Il la regarda un long moment. Il n'aimait pas qu'elle soit là. Elle vit qu'il n'aimait pas ça. Et elle comprit pourquoi. Il avait bâti tout son vol silencieux sur le fait qu'il n'y avait personne dans la maison qui regardait, écoutait ou écrivait des choses. Une dame de compagnie à qui les tenanciers avaient commencé à apporter leurs problèmes était exactement ce genre de personne. Et les problèmes portés à la bonne personne s'additionnent. Alors elle faisait son travail honnête là où il pouvait le voir, et elle gardait le registre là où il ne le pouvait pas. Et elle attendait. Elle avait appris la patience comme d'autres femmes apprennent la broderie. Elle était très douée pour ça. Elle pouvait user un homme par la patience, comme elle avait usé la jument, en ne lui donnant rien à combattre, jusqu'à ce que la seule chose à faire soit de venir à sa main. Et pendant qu'elle construisait son dossier, sans le vouloir, elle et le duc apprirent à se connaître. Cela commença avec la bibliothèque. On l'avait envoyé chercher un livre pour la douairière. La bibliothèque de Larcourt était une longue pièce orientée au nord, remplie de 200 ans de lecture. C'était la seule pièce de la maison que le duc utilisait encore. Elle l'y trouvait de plus en plus souvent le soir,
ne lisant pas, seulement assis avec un livre fermé sur les genoux et le feu bas. La première fois qu'elle le surprit, elle fit mine de se retirer. Il dit « Restez, trouvez son livre, vous ne me dérangez pas. » Alors elle trouva le livre et resta un moment près des étagères. Ils parlèrent de rien, du temps, de la jumente. Et après cela, sans aucun arrangement, elle vint la plupart des soirs, et il était là la plupart des soirs. La bibliothèque devint un pays que tous deux partageaient. Il était, découvrit-elle, exactement ce que sa grand-mère avait dit, parfois, mais en train de se noyer. Sous le visage fermé se trouvait un homme à l'humour sec et prudent, et d'une grande tendresse enfouie. Tout cela était maintenant envahi par le chagrin, comme un jardin envahi par les orties, parce que personne n'a le cœur de s'y promener. Il parla de sa sœur une seule fois. Il était tard, le feu n'était plus que braise, et il dit sans regarder Juliette. Elle s'asseyait dans ce fauteuil, là où vous êtes. Elle lisait à voix haute les passages stupides du journal, jusqu'à ce que je ris. Je ne riais pas souvent. Elle considérait chaque fois comme un triomphe personnel. Il retourna le livre fermé dans ses mains. J'étais à Londres quand elle a attrapé la fièvre. Mon homme d'affaires avait des affaires qui ne pouvaient attendre. Je suis resté 1 semaine de plus pour elle. Elle était morte avant que j'atteigne la route du Nord. Il le dit platement. De la manière dont un homme dit une chose qu'il s'est dite 10 000 fois. Des affaires qui ne pouvaient attendre. Je n'ai jamais pu me souvenir d'une seule d'entre elles. Juliette ne dit pas « Je suis vraiment désolée ». Elle avait appris de sa grand-mère que c'était la phrase la plus inutile de la langue. Elle faisait respirer toute la maison, dit-elle à la place. Votre grand-mère me l'a dit. C'est beaucoup à porter pour une seule jeune femme. Elle devait l'aimer énormément pour le porter si bien. Le duc la regarda à travers les braises. Vous le portez maintenant, dit-il. Ne croyez pas que je ne l'ai pas vu. Le conduit de cheminée, la table, les paniers des tenanciers. L'autorité de ma grand-mère ne va que jusqu'à un certain point, mademoiselle Elstone. Le reste, c'est vous. Une pause. Pourquoi? C'était la question à laquelle elle ne pouvait répondre honnêtement sans tout révéler. Alors elle lui donna une chose vraie qui n'était pas toute la vérité. Parce qu'une maison ne devrait pas mourir de négligence pendant que de bonnes personnes se tordent les mains dedans, dit-elle. Je ne supporte pas le gaspillage, votre grâce. C'est mon péché mignon. Je rangerai un champ de bataille. Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas tout à fait un sourire, presque. Je commence à croire que vous le feriez, dit-il. Ce fut la douairière qui officialisa la chose, de la manière dont les vieilles femmes officialisent les choses, c'est-à-dire sans demander la permission de personne. Un après-midi de mai, elle envoya Prue chercher une petite boîte sculptée dans le cabinet du salon sud. Quand Juliette entra pour ses 4 heures de lecture, la boîte était ouverte sur la petite table. À l'intérieur, sur un lit de velours bleu délavé, reposait un grand trousseau de clés. Il y en avait une 12aine, ou plus, en fer et en laiton, usées et brillantes au paneton, par 2 siècles de rotation. C'étaient les clés de l'Ark Court. La salle de l'argenterie, les armoires à linge, les caves, les réserves, l'office, le cabinet de porcelaine, le coffre des archives. Juliette sut ce qu'elles étaient à l'instant où elle les vit. Parce qu'une femme élevée pour diriger une maison connaît les clés d'une gouvernante comme un soldat connaît une épée. Celle-ci était à Cécilie, dit la douairière, et à sa mère avant elle, et à la sienne avant ça. Elles ont été accrochées au même crochet près de la porte de l'office depuis avant la naissance du grand-père de mon petit-fils. Ses mains noueuses ne touchèrent pas le trousseau. Quand Cécilie est morte, Grimshaw les a décrochées et les a enfermées dans son bureau. Il a dit à mon petit-fils que c'était pour les mettre en sécurité. Et mon petit-fils était trop perdu dans son chagrin pour voir la vérité. Un homme qui détient toutes les clés d'une maison détient la maison. Je les ai récupérées. Ne me demandez pas comment. J'ai 81 ans et j'ai mes méthodes. Elle leva les yeux et ses vieux yeux étaient très brillants. Elles sont à vous maintenant. Pas sur le crochet de l'office. À vous, sur votre personne. À une châtelaine à votre taille, où toute la maison peut les voir et savoir qui les tourne. Juliette resta très immobile. Votre grâce, je suis une dame de compagnie. Le comté, dit Petronella. Le comté peut aller se faire pendre. Je n'ai pas survécu à 4 monarques et 2 mauvais mariages pour me faire dire ce que le comté dira par une fille qui a calmé une jument indomptée sous la pluie. Elle ferma la boîte avec un petit clic sec. Vous dirigez cette maison depuis avril, avec rien de plus que ma parole et vos 2 mains. Il est temps que la maison porte sa vérité à l'extérieur. Prenez les clés, Juliette. Et le jour où quelqu'un essaiera de vous les enlever,
car quelqu'un le fera. Tenez bon. Juliette prit les clés. Elles étaient plus lourdes qu'elle ne l'avait prévu. Elle les porta à sa taille à partir de cet après-midi. Leur petite musique de fer la précédait dans chaque couloir de l'Arc Court. Les servantes l'entendaient arriver. Les commerçants à la porte l'entendaient arriver. Et le son de ces clés, semaine après semaine, devint le son de la maison elle-même, se souvenant comment être une maison. Elle les portait le soir où elle s'assit ensuite avec le duc dans la bibliothèque. Il les regarda un long moment, pendante et brillante contre sa robe de tissu gris. Quelque chose traversa son visage qu'elle ne put lire. Le chagrin peut-être, ou le souvenir d'une autre femme qui les avait portés, ou le premier faible frémissement d'une chose pour laquelle il n'avait pas encore de nom. « Ma grand-mère vous a donné ça, dit-il. Ce n'était pas une question. C'est exact, votre grâce. Je lui ai dit que le comté parlerait. Laissez-le parler. » Il pesa le livre fermé dans ses mains. Cécilie disait qu'une maison ne pouvait pas être dirigée par la signature d'un homme. Elle avait besoin des clés d'une femme et de l'œil d'une femme. Elle disait qu'elle se dégradait de l'intérieur, pendant que le maître signait la ruine de sa propre main. Il resta silencieux un moment. Je ne la comprenais pas. Je la comprends maintenant. J'ai signé beaucoup de choses cette année que je n'ai pas pris la peine de lire. Le cœur de Juliette s'arrêta. C'était le plus près qu'il était jamais venu de la chose qu'elle avait construite dans son tiroir verrouillé. Chiffre par chiffre, tout ce printemps. Alors peut-être, dit-elle prudemment, que votre grâce devrait recommencer à lire. Il la regarda à travers le feu bas, et un instant, elle pensa qu'il lui demanderait carrément ce qu'elle savait. Mais il n'était pas prêt, et elle non plus, en vérité. Le moment passa, le feu se tassa, et ils restèrent assis dans le pays partagé de la bibliothèque, chacun détenant un morceau de la même vérité, aucun n'étant encore prêt à la poser sur la table entre eux. Lucretia arriva en juin. Madame Lucretia Sedley était la cousine germaine du duc, la seule fille de la seule sœur de son père. Elle était née avec plus qu'elle n'avait maintenant. Son propre père avait joué la fortune familiale jusqu'à la mère. Son mari, un certain monsieur Sedley, était mort, lui laissant un douaire qui diminuait à chaque trimestre. Elle avait 35 ans, belle d'une manière dure et brillante. Depuis la mort de Cécilie, elle venait à l'Arc Court de plus en plus souvent et restait de plus en plus longtemps. Elle avait un plan qui était le jumeau de celui de Silas Proban. Les deux ne s'étaient jamais rencontrés. Lucretia voulait être la prochaine maîtresse de l'Arc Court. Si elle ne pouvait pas en être la duchesse, et elle était sa cousine, et il ne l'avait jamais regardée ainsi, alors elle en serait le pouvoir derrière la porte fermée. Un duc célibataire en deuil, un douaire qui s'amenuisait, une grande maison sans maîtresse. C'était, pour une femme intelligente et désespérée, une opportunité déguisée en devoir familial. Elle avait choisi Grimshaw 3 ans auparavant, ou Grimshaw l'avait choisi. Cela revenait au même. Elle lui facilitait l'accès au maître. Il veillait à ce que ses petites dettes dans le comté soient discrètement réglées par la rivière silencieuse du domaine. Chacun soutenait l'autre. Aucun n'aurait pu le faire seul, et tous deux comprenaient le danger. Dès que Lucretia arriva en juin, elle vit la table de dîner raccourcie. Elle vit le conduit de cheminée ramoné. Elle vit la petite dame de compagnie brune qui se déplaçait dans la maison comme sa maîtresse. Quelque chose avait poussé dans le jardin pendant qu'ils avaient le dos tourné. Lucretia était plus intelligente que Grimshaw. Elle ne souriait pas et ne menaçait pas. Elle observait. Et en une semaine, elle avait compris quelque chose que Grimshaw n'avait pas pris la peine de comprendre. Que la dame de compagnie n'était pas seulement compétente, mais qu'elle se cachait. « Elstone », dit-elle un après-midi doucement pendant le thé de la douairière, faisant rouler le nom sur sa langue comme une friandise. « Elstone? D'où? On se demande. Il y a des Elstone dans le Shropshire, je crois. Êtes-vous une Elstone du Shropshire? Nulle part d'aussi grand, madame. Mon père était un simple gentleman du Nord. Vraiment? Et il ne vous a rien laissé, pauvre créature, si bien que vous devez porter le linge d'autres femmes. Le sourire n'atteignit pas les yeux. Comme c'est fatigant d'être né un peu au-dessus de sa fortune. On n'est ni une chose ni l'autre, ni servi ni servante. Ce doit être assez épuisant d'être toujours surveillé pour le moindre faux pas. Elle sirota son thé. Je surveille, mademoiselle Elstone. C'est mon seul talent. Mon cousin pense que je suis une femme oisive, mais je surveille. Juliette rencontra les yeux brillants et durs, et comprit que voici le véritable ennemi. Pas l'intendant mielleux, celle-ci. Alors vous tenez de meilleurs comptes que moi, madame, dit-elle, car j'avoue que je n'ai jamais appris l'art de surveiller les gens. J'ai seulement appris à surveiller le linge.
La douairière, du fond de son fauteuil, fit un petit bruit qui, chez une femme moins digne, aurait été un grognement. Les choses s'accélérèrent après cela, de la manière dont une chose lente s'accélère à la fin. Lucretia écrivit des lettres. Parmi les débris de ses relations, elle avait une cousine mariée à un avoué dans le Nord. Elle chargea cette cousine de demander, de la manière douce des avoués de campagne, si quelqu'un avait entendu parler d'une mademoiselle Juliette Elstone, orpheline d'un gentleman d'environ 22 ans, qui avait quitté les siens l'automne précédent. Cela prit 6 semaines, mais la réponse arriva, comme de telles réponses arrivent, au milieu de tout le reste. Elle arriva le matin même, où la maisonnée fut plongée dans un tumulte d'un autre genre. Car ce matin-là, une chaise de poste remonta l'allée de Lark Court. En sortit, le visage rouge et vertueux, M. Silas Probyn. Grimshaw ne l'avait pas convoqué. Lucretia ne l'avait pas convoqué. Il l'avait retrouvé lui-même, enfin, de manière lente et patiente. Une lettre d'un domestique à Marrow, un mot dans une auberge de relais. Il était venu chercher sa pupille en fuite et ses 4000 livres pour les ramener au fils à qui elles étaient dues. Juliette était dans l'avant-cour avec un panier de roses coupées, quand la chaise s'arrêta. Elle vit la porte s'ouvrir. Elle vit la main grasse et familière sur le cadre, le manteau couleur prune, le visage qui l'avait dominé dans le salon en octobre. Le panier tomba. Les roses se répandirent partout sur le gravier. « Vous voilà !» dit Silas Probyn avec une énorme satisfaction. « Vous voilà, fille ingrate et désobéissante. Savez-vous ce que vous m'avez coûté en chevaux de poste? Prenez votre mal. Vous rentrez à la maison pour vous marier comme votre cher père le souhaitait, et c'est la fin de l'histoire. » Et ce fut à ce moment précis que le duc de Northwell descendit les marches de sa propre entrée. Il avait entendu la chaise. Il sortit parce qu'une voiture inconnue dans son avant-cour était encore vaguement son affaire. Il descendit les marches au milieu de la scène. Sa cousine Lucretia arrivait du jardin avec une lettre à la main et le triomphe sur le visage. Son agent Grimshaw apparut d'un pas feutré dans l'embrasure de la porte. Un étranger gras en prune hurlait sur la dame de compagnie de sa grand-mère. Et la dame de compagnie elle-même se tenait, blanche et immobile, au milieu d'une ruine de roses éparpillées. « Qu'est, dit le duc de la Voix qui avait autrefois ordonné d'abattre une jument, signifie ceci. Tout sortit en même temps, et tout sortit mal, comme de telles choses le font. Silas Probyn fut ravi de trouver un duc à qui faire appel. Il lui exposa toute l'affaire sous ses propres couleurs. Cette jeune femme était sa pupille, la fille de son défunt oncle, une héritière de 4000 livres gardées en sa propre honnête garde. Elle était promise à son fils. Elle avait fui son devoir comme une voleuse dans la nuit. Elle s'était cachée en service sous une fausse identité. Sa grâce, sans le savoir, avait hébergé une fille trompeuse, cachant sa fortune, dénaturée, qui s'était frayé un chemin sous son toit par le mensonge. Et Lucretia, s'avançant avec sa lettre, confirma chaque mot de sa voix douce et dure. « C'est tout à fait vrai, cousin. J'ai fait des recherches pour la protection de la maisonnée. Vous comprenez. Elle est exactement ce que ce gentleman dit. La fille d'un gentleman avec 4000 livres à elle, jouant à être une pauvre dame de compagnie. On se demande pourquoi. Une femme qui dissimule 4000 livres pour frotter du linge? Que pourrait-elle bien dissimuler d'autre? Quel conte, par exemple, a-t-elle été si occupée à copier? La lettre tremblait délicatement dans sa main. « Je ne pense qu'à votre sécurité, cousin, et à celle de votre grand-mère. » Tous les visages dans l'avant-cour se tournèrent vers Juliette. Elle regarda le duc. Il la regardait comme il l'avait regardée ce premier soir pluvieux, comme une facture qu'il n'attendait pas, fermée, se retirant. Elle le vit se produire. Elle le vit décider qu'elle lui avait menti. La seule personne en 1 an qui l'avait regardée sans peur. Une femme avec une fortune cachée, un nom caché, une raison cachée de copier ses comptes, exactement comme sa cousine le disait. Elle vit la porte de la bibliothèque se fermer derrière ses yeux. Et elle découvrit, debout parmi les roses tombées, qu'elle n'avait plus peur. C'est une chose étrange d'avoir redouté un moment pendant 3 ans, d'y arriver et de constater que toute la crainte a disparu. Elle avait passé toute sa vie à être invisible pour être en sécurité. Et voici que la sécurité prenait fin dans une avant-cour, devant tout le monde, et le ciel n'était pas tombé. Il ne restait que la vérité. Et la vérité, au moins, était simple. « Chaque mot que ce gentleman a dit est vrai, » dit-elle. Sa voix porta, claire et égale, à travers le gravier. « Je suis Juliette Elstone. Mon père m'a laissé 4000 livres en fiducie et a nommé ce gentleman
son neveu, mon fiduciaire. J'ai fui sa maison l'automne dernier parce qu'il voulait que j'épouse son fils, pour que mon argent reste le sien. Il en a dépensé une grande partie. Le compte qu'il tient en tant que mon fiduciaire le montrera à tout homme honnête qui demandera à le voir. Je suis venu ici sous mon propre nom, qui est Elstone, et j'ai dit à la duchesse douairière que j'étais une orpheline sans perspective, ce qui est vrai, car de l'argent que vous ne pouvez pas toucher avant d'avoir 25 ans n'est pas une perspective du tout. J'ai dissimulé la fortune. Je ne l'ai pas dissimulée pour tromper cette maison. Je l'ai dissimulée pour survivre. Elle se tourna de Probin vers le duc. Elle n'était consciente de rien d'autre que du duc. J'ai copié vos comptes, votre grâce. Votre cousine a tout à fait raison. Je les ai copiés pendant 3 mois. Je les ai dans ma chambre, clairs et complets. Les vrais loyers contre les loyers affichés. Les propres baguettes de comptage des commerçants contre les chiffres réglés. Les marques des tenanciers contre les sommes qui leur ont été extorquées. J'ai le toit de votre propre aile que vous avez payé 40 livres pour réparer l'automne dernier et qui a laissé la pluie tomber sur ma tête il n'y a pas une semaine. J'ai le toit du cottage de la veuve Septon, facturé il y a 2 ans et jamais réparé du tout. Je ne vous les ai pas apportés parce que j'étais une lâche et parce que j'avais ma propre fortune à cacher. Je me suis dit que votre maison n'était pas mon affaire. Sa voix ne trembla pas. J'avais tort sur tous les points, sauf le dernier. Ce n'est pas mon affaire. J'en ai fait mon affaire. Et vous vous faites voler, monsieur, de fond en comble, par un homme qui se tient dans votre propre embrasure de porte. Et je peux le prouver en un après-midi. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis Grimshaw rit, d'un rire doux, rose et agréable. C'était la mauvaise chose à faire. Il le sut à l'instant où le rire sortit de sa bouche. Un homme ne rit pas d'un conte vrai. Le visage de Lucretia s'était figé. Et le duc de Northwell ne regardait plus Juliette comme une facture qu'il n'attendait pas. Il la regardait comme un homme qui se noie regarde une corde. « Montrez-moi », dit-il. Ils le firent dans la bibliothèque. Cela prit le reste de la journée et la moitié de la nuit. Juliette apporta ses copies au propre, 3 mois de travail, tout le dossier patient et silencieux, construit shilling par shilling à partir des portes, des baguettes de comptage et des marques de vieilles femmes. On envoya Dorset chercher les commerçants. Ils vinrent ce soir-là dans leurs habits du dimanche, mal à l'aise dans la grande maison. Un par un, ils posèrent leurs propres livres à côté de ceux de Juliette et jurèrent sur les chiffres. Le boucher, le chandelier, le marchand de grains, l'homme de Marrow, qui n'avait jamais réparé aucun toit sur aucune aile, et parce que personne ne l'avait jamais payé pour le faire. Amos amena les tenanciers, la veuve Septon à son bras. Ils firent à nouveau leur marque à la lueur des bougies, sous les yeux du duc lui-même. Quand les tenanciers et les commerçants furent partis, le duc envoya Dorset au bureau du domaine, pour les 2 livres bruns. Grimshaw avait passé la soirée à devenir de plus en plus petit et rose sur sa chaise. Il fit une dernière tentative douce. Le livre au propre était le seul livre, dit-il. La jeune dame se trompait. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une dame de compagnie comprenne les comptes d'un domaine. Le duc ouvrit le livre usé sur la table de la bibliothèque, à côté des copies au propre de Juliette. Il tourna les pages en silence. Il comprit tout en environ 4 minutes, étant, comme sa grand-mère l'avait dit, non pas un imbécile, mais un homme en deuil, ce qui est différent. Il fut très silencieux quand il eut fini. Il ferma le livre usé. Il posa sa main à plat sur la couverture, sur le domaine de sa sœur, sur les 3 années qu'il avait refusé de regarder. Et quand il parla, ce ne fut pas à Grimshaw du tout. Elle les tenait, dit-il, à personne, à Cécilie, à l'aile fermée. Elle les tenait au propre. Je ne les ai jamais ouverts après. Je ne pouvais pas les ouvrir. Il leva les yeux, et son visage était terrible et éveillé. J'ai laissé cela se produire. J'ai signé ce que vous avez mis devant moi, parce que signer était plus facile que de lire son écriture. Sa voix ne s'éleva pas. Elle descendit, jusqu'à l'os. Sortez de ma maison ce soir, Grimshaw. Vous serez chez les magistrats de Marrow avant midi demain, et chaque chiffre que cette dame a relevé vous accompagnera. S'il vous reste un shilling de l'argent de mes tenanciers, vous le restituerez. Sinon, vous en répondrez comme la loi répond à de tels hommes. Dorset. Accompagnez-le hors de la propriété. Surveillez-le pendant qu'il fait ses bagages. Grimshaw partit. Il n'y avait, en fin de compte, rien d'autre à faire pour lui. À la porte de la bibliothèque, il se retourna une fois, toute la douceur ayant disparu de lui, et regarda Juliette
avec une haine qui n'avait plus de sourire. « Vous ne pouviez pas simplement vous en tenir au linge, dit-il. « Non, convint Juliette. Je n'ai jamais pu. Bonne nuit, monsieur Grimshaw. » Quand il fut parti, la bibliothèque était très silencieuse. Le duc resta longtemps debout, sa main toujours sur le livre usé, comme s'il ne pouvait pas tout à fait l'enlever. Juliette ressembla ses copies au propre de la table, page par page, le travail de 3 mois minutieux, et elle ne savait pas quoi lui dire. Et pour une fois dans sa vie, elle n'essaya pas de trouver les mots. Certains silences sont mieux gardés que rompus. Ce fut le duc qui rompit celui-ci. « Vous saviez, dit-il, pendant des mois, vous avez porté les paniers des tenanciers. Vous avez raccommodé mon linge, et vous vous êtes assise avec ma grand-mère, et vous ne m'avez rien dit. » Il la regarda. « Pourquoi pas? Si vous saviez, vous auriez pu venir me voir en avril. »« Je ne pouvais pas, dit-elle. En avril, vous ne m'auriez pas cru. Un homme en deuil ne veut pas qu'une étrangère lui dise que la maison de sa sœur est en train de se faire voler. Il veut qu'on le laisse seul avec son chagrin. Alors, je ne vous ai pas apporté un soupçon, votre grâce. J'ai attendu de pouvoir vous apporter une preuve que vous ne pouviez pas refuser. » Elle posa la dernière page bien droite sur la pile. « Et il y avait aussi ma propre raison, que vous avez entendue dans l'avant-cour ce matin, et qui ne me fait aucun honneur. J'avais ma propre fortune à cacher. Une femme qui se fait remarquer se fait retrouver. J'ai donc choisi d'être en sécurité plutôt qu'utile, aussi longtemps que j'ai osé. Je n'en suis pas fier. »« Non, dit lentement le duc. Mais vous ne l'avez pas choisi à la fin. À la fin, vous avez été vu et vous avez parlé. Vous auriez pu garder la tête basse et votre fortune cachée un peu plus longtemps si vous ne l'aviez pas fait. » Il la regardait comme s'il ne l'avait jamais vraiment vue auparavant. Ce qui, pensait-elle, était peut-être la vérité. Ma sœur vous aurait aimé. Elle n'avait aucune patience pour les gens qui gardaient la tête basse. Une pause. « Merci, mademoiselle Elstone. Je ne crois pas l'avoir dit. Merci. » C'étaient 3 mots, et de la part de cet homme réservé et fermé, il valait bien plus que 3. Juliet inclina la tête, ne se fiant pas à sa voix pour répondre, prit ses 3 mois de chiffres honnêtes et le laissa seul dans la bibliothèque, avec les vrais comptes de sa sœur, enfin ouverts sur la table. Restait Lucretia. Elle était restée très immobile pendant tout le long des comptes, dans le coin de la bibliothèque. Sa lettre était réduite à néant sur ses genoux. Elle regarda la machine qu'elle avait aidé à construire se défaire planche par planche à la lueur des bougies. Quand Grimshaw fut parti, elle se leva. Elle était toujours belle et toujours droite. Elle fit un dernier jet, avec le courage d'une joueuse misant son dernier va-tout. « Vous allez faire grand cas de moi maintenant, je suppose, » dit-elle au duc. « Votre loyale cousine, qui réglait ses petites dettes par l'intermédiaire de votre intendant. Oh, je savais. Bien sûr que je savais. Imaginez-vous qu'une femme aussi pauvre que moi ne sache pas exactement d'où vient chaque shilling? » Sa voix était brillante et cassante comme du verre frappé. « Vous allez me chasser aussi. Où, cousin? J'ai 100 livres par an et un bonnet de veuve. J'ai épousé qui on m'a dit. Je l'ai enterré. Et je n'ai rien obtenu en retour, sauf le privilège d'être pauvre parmi des gens qui étaient autrefois mes égaux. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous n'avez jamais, de votre vie, ignoré où vous alliez dormir. » Elle tremblait maintenant, bien que son menton fût levé. Elle a caché 4000 livres pour être libre du fils d'un gros homme. J'aurais caché la même somme pour être libre de toute cette prétention écrasante. Ne me regardez pas comme si j'étais un monstre. J'ai seulement peur. J'ai peur depuis 15 ans. C'est très fatigant, cousin. Vous n'avez aucune idée à quel point c'est fatigant. Et voilà, la peur humaine sous la carapace brillante et dure, mise à nu à la lueur des bougies. Le visage du duc s'était durci à nouveau, comme l'avant-cour. Il ouvrit la bouche. Juliet savait qu'il allait être juste, et la justice serait la fin de Lucretia Sedley. Chassée, déshonorée. 100 livres par an, un bonnet de veuve, le comté pour en parler. « Votre grâce, » dit Juliet. « Puis-je » Il la regarda. Il ferma la bouche. Il inclina la tête. Juliet alla se tenir devant la femme effrayée, droite et haïssable qui avait essayé de la ruiner ce matin-là. Elle ne jubila pas. Elle avait appris il y a longtemps que jubiler est exactement ce que votre bourreau attend. Elle n'avait jamais donné à un bourreau ce qu'il attendait. « Vous avez réglé vos dettes par l'intermédiaire du domaine, » dit Juliet doucement. « C'est du vol, et vous le savez, et sa grâce aussi. Mais vous n'avez pas falsifié les loyers. Vous n'avez pas pressé la veuve Septone pour un shilling à Lady Day. C'était la main de Grimshaw, pas la vôtre. Vous avez regardé.
Vous avez profité, et vous avez tenu votre langue, ce qui est précisément le péché que j'ai commis moi-même jusqu'à ce matin. Je suis donc mal placé pour vous pendre pour cela. Elle soutint les yeux brillants et terrifiés. Il y a une petite maison de douaire au bord du parc. Elle est vide, elle est en bon état. Une femme pourrait y vivre décemment avec 100 livres par an, n'étant ni servie ni servante, et cesser d'être si fatiguée, si sa grâce y consent. Elle ne détourna pas le regard. Vous ne le devriez à personne, et surtout pas à moi. J'aimerais que ce soit bien compris. Lucretia la dévisagea. Quoi qu'elle se soit préparée à affronter, ce n'était pas cela, et cela la défie plus que la justice ne l'aurait fait. Son visage se plissa une fois, puis se durcit à nouveau. « Pourquoi ?» dit-elle. Ce n'était pas une question gracieuse. Elle lui fut arrachée. « Parce que je sais exactement à quel point c'est fatigant, » dit Juliet. « Et parce qu'une maison qui vient de chasser un voleur ne devrait pas célébrer en faisant une mendiante. »« Bonne nuit, Madame Sedley. » Le duc de Northwell regarda la dame de compagnie de sa grand-mère à travers les décombres de sa propre longue cécité, et quelque chose dans son visage qui était fermé depuis avril s'ouvrit doucement, douloureusement. Le bal d'été à Lark Court avait été le bal de Cécilie. Elle le donnait chaque été, la seule nuit où les grandes pièces fermées étaient ouvertes, où le comté remontait l'allée couleur de miel, où la longue galerie était pleine de la lueur des bougies. Il n'y avait pas eu de bal depuis 2 ans. Et maintenant, la duchesse douairière, qui ne manquait rien et n'oubliait rien, l'annonça du fond de son fauteuil. Il y aurait à nouveau un bal cet été. La maison respirait à nouveau. Une maison qui respire à nouveau devrait être autorisée à danser. Vous ouvrirez les pièces, dit-elle à Juliet. Vous ferez tout, le linge, l'argenterie, le souper, les fleurs, les 50 bougies de cire d'abeille dans la galerie dont mon petit-fils se plaindra du coût et qu'il paiera avec plaisir. Les vieux yeux brillèrent. Vous dirigez cette maison depuis avril, jeune fille. Peu importe comment on a choisi de vous appeler, il est temps que le comté voie qui la dirige. Alors Juliette ouvrit les grandes pièces. Elle fit enlever les housses de Hollande et replier les volets. 2 ans de poussière sortirent dans des seaux. Elle remplit la longue galerie de roses précoces. 50 bougies de bonne cire d'abeille qui ne fumaient pas, car elle avait fait nettoyer les chandeliers elle-même. Elle fit retoucher une des robes de Cécilie pour elle-même, avec la bénédiction de la douairière, et la propre femme de chambre de Petronella pour le faire. Une robe d'un gris tourterelle doux, modeste, sans rien de remarquable, exactement la couleur qu'une salle de bal ignore. Elle ne voulait rien d'autre. Elle n'était pas venue à Lark Court pour être regardée. Elle fut regardée quand même. Elle se tenait en haut de la galerie vers minuit, dans la robe grise. Elle veillait à ce que le souper soit servi et que les bougies soient mouchées. Elle était entièrement absorbée par son travail, entièrement inconsciente d'elle-même. Et le duc de Northwell traversa toute la longueur de la salle bondée pour venir à elle. Le comté le vit faire. C'était un peu le but, bien que Juliette ne le comprit que plus tard. Il traversa la salle de bal de sa sœur, pleine de toutes les familles du district. Il s'arrêta devant la dame de compagnie brune de sa grand-mère, dans sa robe grise empruntée. Il s'inclina devant elle comme un homme s'incline devant une femme, qu'il veut que tout le comté remarque. Et il dit, de sorte que beaucoup de gens l'entendirent. « Mademoiselle Elstone, voulez-vous danser ?» Elle n'avait pas dansé depuis 3 ans. Ses pieds se souvinrent avant sa tête. Et à mi-chemin de la contredanse, à la lueur des bougies, le duc parla bas, sous la musique. Le comté regardait. Les roses qu'elle avait coupées brunissaient sur les bords dans la pièce chaude. Ils ne parleront de rien d'autre pendant 1 an. C'est vrai, votre grâce. Vous m'avez complètement ruiné. Une dame de compagnie ne peut pas danser avec le duc et rester une dame de compagnie. Non, convint-il. Elle ne le peut pas. Il la fit tourner sous son bras, précis comme une horloge. J'ai beaucoup réfléchi ces 3 dernières semaines à ce qu'elle pourrait devenir à la place. Vraiment? Oui. Ma grand-mère recommande le poste de duchesse. Elle le recommande avec une certaine force. Elle dit que la maison ne peut pas se passer de vous, qu'elle ne peut pas se passer de vous, et que je suis un grand imbécile qui a mis 1 an à voir ce qu'une jument a vu en un après-midi. Le presque sourire. Elle a souvent raison, c'est sa qualité la plus éprouvante. Le cœur de Juliet battait très fort sous la robe grise. Elle garda le pas dans la danse, elle garda sa voix légère, car si elle ne la gardait pas légère, elle se briserait. Et que recommande le duc, monsieur? En mettant sa grand-mère de côté, la musique les fit tourner.
Il baissa les yeux sur elle, et le visage fermé était maintenant complètement ouvert, éveillé, sans défense et effrayé. Un homme qui avait appris ce printemps exactement combien une maison peut perdre, pendant que son maître ne veut pas regarder. « Le duc ne recommande rien, dit-il. Le duc a appris sa leçon sur le fait de signer ce qu'on lui présente sans le lire. Le duc ne vous présentera rien du tout. » Il s'arrêta au milieu de la danse, devant tout le monde, ce qui ne se faisait pas, ce qui fit chuchoter toute la galerie. « Je ne vous offrirai pas un mariage de convenance, Juliet. Vous avez 4000 livres à vous qui arrivent. Vous n'avez besoin de la maison d'aucun homme pour vous abriter. Dans 3 ans, vous pourrez être libre de toute âme qui a jamais essayé de dépenser votre argent ou de vous réduire au silence. Vous n'avez pas besoin de moi. C'est précisément pourquoi je vous le demande. Pas parce que la maison a besoin d'une maîtresse. Elle en a une. Elle en a une depuis avril. Mais parce que j'aimerais, pour le reste de ma vie, être regardé par la seule personne qui n'a jamais eu peur de moi. » Sa voix devint silencieuse, jusqu'à l'os. « Épousez-moi pour moi-même, en le choisissant, ou ne le faites pas, et restez et dirigez la maison que je ne pouvais pas diriger, et je ne vous ennuierai plus jamais avec ça. C'est entièrement à vous de décider. Tout, à partir de maintenant, est à vous de décider. » Toute la galerie s'était tue. 50 bougies, les roses qui brunissaient. 2 ans de pièces fermées ouvertes à la nuit d'été. Juliet leva les yeux vers lui. Elle pensa à l'avant-cour mouillé, à la jument, aux morts, aux 3 années qu'elle avait prévu de passer invisible et en sécurité. Sécurité était un petit mot. Elle avait été en sécurité toute sa vie. Elle n'avait jamais, jusqu'à ce printemps, été vue. « Bartholomew », dit-elle. Elle n'avait jamais utilisé son nom. La galerie l'entendit l'utiliser. Il l'entendit l'utiliser. Et quelque chose traversa son visage qui valait plus que les 4000 livres entières. Et la maison. Et la terre couleur de miel d'où elle poussait. « C'est un oui, dit-elle, au cas où le duc aurait besoin qu'on le lise à voix haute. Je suis devenue très fatiguée de tenir ma langue. Oui, je vous épouserai pour vous-même, en le choisissant. » Elle ne put s'en empêcher. Le presque sourire était maintenant sur sa propre bouche. « À une condition, votre grâce. Nommez-la. Que le toit de la veuve Septon soit réparé avant la récolte, correctement par l'homme qui est réellement payé pour le réparer. » Le duc de Northwell rit. Ce n'était pas une chose que le comté avait entendue depuis 2 ans. Le rire porta sur toute la longueur de la galerie brillante. La duchesse douairière, de sa chaise près de la porte, posa son verre. Elle se permit, à 81 ans, d'avoir l'air, un instant, entièrement satisfaite. Au cœur de l'été, Juliette Elstone dirigeait toute la maison, et il ne restait personne pour appeler cela autre chose que ce que c'était. Le toit de l'aile fut réparé par l'homme de Marrow, qui fut payé les 40 livres que cela coûtait vraiment, et pas un shilling de plus. Les loyers rentraient équitablement et allaient dans un seul livre honnête, tenu de la propre main de Juliette. Les vrais loyers et les vraies réparations. Pas de jumeaux bruns usés à côté dans l'obscurité. Ce que Grimshaw avait extorqué aux tenanciers pendant 3 ans fut calculé jusqu'au dernier shilling. Ce fut rendu, cottage par cottage. Là où l'homme lui-même ne pouvait pas le restituer, car on trouva bien peu sur lui, le duc le restitua de sa propre poche. Il considéra que c'était un prix bon marché. Grimshaw répondit de ses actes devant le tribunal de Marrow, puis devant les assises. Sa défaite ne procura aucun plaisir à Juliette, seulement la sobre satisfaction d'une chose remise en ordre. Lucretia vivait dans la petite maison de Douai au bord du parc. Elle ne s'adoucit pas d'un coup. Une femme ne désapprend pas 15 ans de peur en une saison, mais elle montait à la maison à la demande de Juliet. Elle découvrit, étant intelligente, qu'elle était meilleure pour organiser un office que pour guetter les faux pas des autres. Elle prit en charge l'office entièrement. Les 2 femmes atteignirent, sinon l'amitié, du moins le respect particulier des gens, qui savent tous deux à quel point il est fatigant d'être pauvre parmi ses égaux. Silas Probine rentra chez lui à Marrow, ses chevaux de poste non remboursés. Son compte de fiduciaire ne supporterait finalement pas le regard d'un homme honnête. Quand Juliette eut 25 ans, 3 printemps après avoir remonté pour la première fois l'allée de Lark Court, 4000 livres arrivèrent enfin entre ses propres mains, nettes et libres. Elle donna la totalité à la succession pour les cottages des tenanciers. C'était à elle de le donner. Une chose que vous donnez librement est la seule sorte de richesse que personne ne peut jamais prendre. Ils se marièrent discrètement à l'église de Lark Court, où reposait Cécilie.
Dans la deuxième semaine de ce plein été, la duchesse douairière vint au bras de son petit-fils et pleura exactement une fois. Elle déclara que c'était la limite extrême de ce que toute femme sensée devrait s'autoriser. Elle vécut 2 ans de plus, pour voir la maison de nouveau pleine. Elle mourut dans son fauteuil dans le salon sud, par un matin d'automne lumineux, la colonne vertébrale droite jusqu'à la fin. Ce fut le seul chagrin que l'été ne put réparer. C'est la nature des maisons. Les morts ne reviennent pas parce que les vivants ont appris à être heureux. Mais la jument grise paissait, saine et tranquille, dans le pré voisin. Les étiquettes de l'office de Cécilie étaient conservées dans un tiroir, de la propre main de la jeune duchesse. Son bal était donné chaque été. Elle n'était pas, de la manière dont on pouvait le gérer, oubliée. Un soir chaud, à la fin de ce premier été, le duc de Northwell vint chercher sa femme. Il la trouva là où il avait à moitié su qu'il la trouverait. Dans la bibliothèque, dans le fauteuil près du feu. Le grand livre de Contonette était ouvert sur ses genoux. Une seule bougie brûlait. Elle ne le lisait pas. Elle était seulement assise avec, de la manière dont une personne s'assoit avec quelque chose qui s'est enfin arrangé. « Vous avez remis toute la maison en bon ordre, » dit-il de l'embrasure de la porte. « Il n'y a plus rien à sauver. Que ferez-vous de vous-même maintenant, duchesse ?» Juliet leva les yeux vers lui à travers le feu bas, d'un regard droit, gris clair et sans peur. C'était la façon dont elle l'avait regardé depuis le gravier mouillé, à la première heure du premier jour. Quand il avait dit à son majordome qu'elle ne tiendrait pas un mois, « Je trouverai quelque chose, » dit-elle. « Je trouve toujours. Je ne supporte pas le gaspillage. Vous savez, c'est mon péché mignon. » Le presque sourire. « Venez vous asseoir. » Vous vous noyez à nouveau dans l'embrasure de la porte. Il vint s'asseoir. La bougie brûlait. La maison respirait autour d'eux. Couleur de miel, honnête et pleine. Une maison qui avait retenu son souffle pendant très longtemps et qui avait enfin, cet été-là, été autorisée à le laisser aller. Elle était venue à Lark Court pour disparaître. Elle avait au final été la femme la plus remarquée du comté. Et elle avait trouvé, à sa propre grande surprise, une chose qu'elle n'avait jamais devinée. Être vue par la bonne personne n'était pas le danger qu'elle avait passé toute sa vie à craindre. C'était la seule sécurité digne de ce nom. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.